Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de la CGT. Et aujourd'hui on va parler de la scission de la CGT. Puisqu'en effet, en 1921 et 1922, la CGT va connaître un éclatement. On est dans une période, en ce début des années 1920, où le mouvement ouvrier connaît une division, sur le plan politique et sur le plan syndical. Je rappelle, en décembre 1920, il y a le congrès de Tours, durant lequel la majorité de la SFIO décide de devenir le Parti communiste français, et une minorité décide de demeurer la SFIO. Et bien cette division va aussi se manifester sur le plan syndical entre deux courants de la CGT. Globalement le courant révolutionnaire et le courant plus réformiste. Deux courants qui vont former pour les révolutionnaires la CGTU, pour l'autre la CGT, et il y aura également un temps la CGT-SR, fondée en 1924, c'est-à-dire la Confédération Générale des Travailleurs Syndicalistes Révolutionnaires, qui sera du coup le courant anarchiste, et qui sera une des bases de la future CNT. Et donc il faut voir que cette division en courant remonte à la Première Guerre mondiale, même si l'aspect lutte révolutionnaire réformiste existait avant, mais la Première Guerre mondiale a cristallisé une opposition, globalement, entre ceux qui ont accepté de rallier l'Union sacrée, où on trouve plutôt les réformistes, et ceux qui s'y sont opposés, ou en tout cas qui ont émis des réserves à ce ralliement, où on trouve plutôt les révolutionnaires. Ce courant-là, d'abord très minoritaire, s'est progressivement renforcé durant la Première Guerre mondiale et à la sortie de ce conflit, profitant du fait que la guerre est quand même assez impopulaire et qu'on en veut, une partie de la base ouvrière en veut à la direction de la CGT d'avoir cédé aussi facilement, et bien ils vont continuer de se renforcer. Ainsi, au congrès de septembre 1919, les révolutionnaires vont s'opposer frontalement à la direction et gagner en influence, passant à 300 mandats, là où il n'en avait eu que 250 au congrès de juillet 1918. Ces minoritaires organisent leur propre comité de lutte, et ce, dans un contexte où la lutte s'organise. Déjà depuis 1917, comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente sur la CGT durant la Première Guerre mondiale, que je vous invite à aller voir, on a eu du coup une agitation sociale qui se développe, des grèves, des manifestations qui reprennent après 3 années de pause. Cette ambiance continue après la Première Guerre mondiale, et du coup ces révolutionnaires sont parfaitement adaptés pour y être très actifs. Après, la majorité de son côté peut avoir l'impression d'avoir quand même remporté une certaine victoire lors de son congrès, puisqu'elle a réussi sur le papier, en apparence, à renforcer l'unité du syndicat, notamment en diminuant l'autonomie des fédérations, du coup par branche d'entreprise, donc par branche, par domaine d'activité, et des bourses du travail, donc là c'est l'organisation locale. Mais dans le même temps, elle a dû accepter plusieurs revendications des minoritaires sur le plan des revendications et réaffirmer l'ambition de la CGT de s'inscrire dans la lutte des classes. À l'automne 1920, un nouveau congrès voit s'opposer du coup de manière assez frontale les deux courants de la CGT sur la question de l'affiliation internationale. En effet, il existe des organisations syndicales internationales, et alors il y en a deux principales, du coup celle d'Amsterdam plus réformiste, et l'internationale syndicale rouge, affiliée à Moscou, et l'internationale communiste. Donc du coup, les réformistes, eux, veulent plutôt aller vers celle d'Amsterdam. C'est donc un facteur important de division à ce moment-là, qui est pas vraiment tranché. Et à cela s'ajoute l'échec de la grève de 1920. Comme je vous l'ai dit, période d'agitation sociale, on a des très grosses grèves en 1920 avec 1,5 million de grévistes. Et c'est quand même plutôt globalement un échec. Le mouvement est réprimé et n'arrive pas à obtenir dans l'ensemble ses revendications. Alors certes, il y a la journée de 8 heures qui est donnée par le gouvernement, mais sur beaucoup de points, le mouvement échoue à atteindre ses buts. Ce mouvement avait plutôt été initié par les minoritaires qui avaient un peu forcé la main aux majoritaires pour qu'ils rallient ce mouvement et y participent. Et ce, avec pas forcément beaucoup d'enthousiasme. Et donc, chacun va accuser l'autre d'être responsable de l'échec. Les révolutionnaires accusant les réformistes d'avoir été trop mollassons dans leur soutien à cette grève, les réformistes accusant les révolutionnaires d'avoir forcé une grève qui était perdue d'avance, pour résumer. Dans ce contexte, les minoritaires mettent en place les comités syndicaux révolutionnaires, les CSR, qui commencent à se former à partir de 1919, mais qui se développent, et ils sont notamment organisés autour de la figure de Pierre Monat, qui est un des leaders du camp révolutionnaire durant cette période. Donc, comme je vous l'ai dit, ils se structurent, ils renforcent leur influence, et préparent la scission, même si au début, c'est pas leur objectif. Au début, l'objectif est plus d'influencer la CGT pour l'orienter vers une position plus révolutionnaire. On a quand même une envie de maintenir l'unité, et de plus, l'URSS et l'internationale communiste n'encouragent pas la scission sur le plan syndical comme ils le font sur le plan politique. Ils voulaient sur le plan politique que des partis communistes se créent et rompent avec les réformistes. Sur le plan syndical, ils sont plutôt favorables à ce que les communistes restent dans les syndicats de masse à condition que ceux-ci soient quand même un minimum des syndicats de lutte, ce que la CGT demeure.
et donc puisse peser à l'intérieur et être au milieu des masses, là où les luttes se mènent. Ce qui n'empêchait pas alors, déjà depuis 1918, un courant scissionnaire au sein des révolutionnaires. Donc même dans le courant révolutionnaire, c'est loin d'être uni. Déjà, il y a les communistes et les anarchistes, et il y a les unitaires et les scissionnaires. Donc vous voyez, c'est déjà un peu le bazar. Je ne fais que simplifier dans cette vidéo. De son côté, du coup, la direction majoritaire tente aussi de profiter de ces divisions, notamment en séparant les anarchistes des communistes. Cependant, à l'époque, l'aura de l'URSS et de la révolution russe reste forte. Les exactions et les dérives autoritaires sont peu connues et sont encore justifiables, plus ou moins. En tout cas, dans la vision qu'on peut avoir à l'époque, par le contexte de guerre du pays, de l'Union soviétique, en guerre civile à l'intérieur et en guerre extérieure, avec de nombreuses interventions étrangères dans le pays. Et de plus, les anarchistes sont quand même très hostiles à la direction actuelle et à la politique qu'elle a menée au cours des années précédentes. Donc, la direction n'arrive pas à briser l'unité plus ou moins, même s'il y aura quand même des fractures lors de certains moments, mais globalement, le courant révolutionnaire parvient à être uni durant cette période. Alors donc, on a des minoritaires qui font basculer des fédérations et des unions départementales. On a notamment la fédération des cheminots où les minoritaires avaient gagné en influence durant la grève, ainsi que la fédération de l'alimentation. En termes d'union départementale, ils passent de 13 à 33, avec notamment des bascules importantes comme la Seine, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, qui sont des grosses fédérations, et il n'y a que l'Aveyron qui fait le chemin inverse. On est dans une période où le contexte européen laisse encore espérer l'idée d'une révolution en Europe, qui du coup est un véritable boost pour ces minoritaires révolutionnaires, et les aide à continuer de gagner en dynamique. Et une part importante des nouveaux adhérents de la CGT qui progressent durant cette période. La CGT avait 500 000 adhérents à la sortie de la guerre, elle en a plus de 1 million en 1920, et ces nouveaux adhérents vont plus vers les révolutionnaires que les réformistes. Il y aura cependant un reflux de la CGT en termes d'adhérents durant la seconde moitié de l'année 1920, suite à l'échec des grèves de cette année et la répression qui s'ensuit. Et là, ce reflux va toucher, comme le gain avait favorisé les révolutionnaires, le reflux, là, c'est eux qui sont aussi le plus touchés. Leurs progrès vont ralentir. De plus, ils sont privés de plusieurs de leurs cadres qui sont particulièrement victimes de la répression suivant ces grèves. Ils perdent en influence au sein des cheminots. Et l'histoire de faire basculer la CGT à court terme s'amenuise, ce qui va renforcer les partisans de la scission au sein du coup de ce courant. Ainsi, à l'été 1920, c'est la Fédération de bâtiments de Marseille qui inaugure la scission en quittant la CGT. C'est dans ce contexte que se tient en juillet 1921 le congrès de Lille. Il est alors très tendu, certains délégués s'insultent et en viennent même aux mains, les votes sont très serrés et la majorité sortante ne l'emporte qu'avec 53% des voix, alors que certaines fédérations syndicales ont déjà une double direction entre majoritaire et minoritaire. C'est notamment le cas des cheminots et la scission nationale semble de plus en plus proche. La majorité, face à cette situation, décide de tenter un compromis en acceptant un changement de direction à condition que les comités syndicaux révolutionnaires soient dissous. Cette proposition est refusée et Léon Jouot, qui dirige la CGT encore, décide du coup de les exclure. Le CM de la CGT valide ce choix par 63 voix contre 57, on voit que c'est serré, et donc en théorie, ça exclut les minoritaires. Volonté d'exclusion qui s'était déjà manifestée durant les mois précédents, et certaines fédérations avaient même commencé à le faire avant. Ces exclus du coup de la CGT décident d'organiser leur propre congrès, notamment la fédération des cheminots, enfin la direction révolutionnaire des cheminots, du coup, décident, avec d'autres du coup exclus, d'organiser leur propre congrès pour désigner une nouvelle direction. Ce qui n'est pas du tout dans les statuts, hein, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils le font quand même. Ainsi, un congrès national unitaire se déroule en décembre 1921, rassemblant au moins 1 millier d'organisations syndicales. Ils ont revendiqué jusqu'à 1500, ce chiffre est probablement un peu exagéré, entre 1000 et 1500 en tout cas on va dire, et ça représente quand même un poids assez important, ils ont une représentativité importante, et il n'est pas impossible qu'ils soient alors majoritaires en nombre de syndicats. Parmi les grosses fédérations où ils sont bien implantés, on a évidemment donc les cheminots, le bâtiment, la métallurgie, et en termes de fédération, on retrouve la Seine et le Rhône où ils sont du coup parmi les grosses fédérations où ils sont majoritaires. Suite du coup à ce congrès et à la désignation d'une nouvelle direction, la direction en place décide de les exclure officiellement, ce qui enclenche pour de bon la scission. Alors certes, c'est pas encore totalement terminé, les minoritaires tentent d'obtenir la levée des sanctions, mais il y a un refus de la direction majoritaire qui les pousse du coup en 1902 à fonder pour de bon la CGTU, la Confédération Générale du Travail Unitaire. Elle réunit globalement le gros de l'ancienne minorité, ce qui n'est fait pas forcément comme unanimité au sein des minoritaires, il reste quand même un courant au sein du coup des révolutionnaires, mais qui est minoritaire dans la minorité, qui veut accepter les demandes de la majorité pour rester au sein de la CGT. De même, au sein des majoritaires, on a un courant minoritaire
qui veut faire des concessions révolutionnaires afin de maintenir l'unité de la CGT, mais au sein des deux blocs, les unitaires sont minoritaires. J'espère que c'est pas trop le bazar et que vous arrivez à vous y retrouver. Le seul endroit où les partisans de maintenir l'unité de la CGT vont rester majoritaires, c'est dans le syndicat des fonctionnaires qui refusent la scission en quittant la CGT sans rejoindre la CGTU et en formant leur propre syndicat où on retrouve du coup les partisans des deux tendances au sein de la même organisation. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Dans la prochaine vidéo, on va étudier les deux organisations syndicales et le processus de réunification syndicale. Dans la prochaine vidéo, on étudiera ces deux organisations syndicales, la CGTU et la CGT, avant de pouvoir ensuite étudier la réunification syndicale. Donc voilà, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à l'aimer et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!